Et donc, on va finir par Alexandre Benoît. Merci beaucoup, Alexandre, de venir partager avec nous un petit peu ces aspects-là. Donc, je le mentionnais, hein, donc, accompagnement évidemment par directement le terrain, mais aussi on a la chance d'avoir eu un arbitrage extrêmement fort sur l'innovation en santé avec le président de la République en juin 21 avec le plan Innovation Santé doté de 7,5 milliards. Et au sein de ces 7,5 milliards, un plan dispositif médical doté de 400 millions d'euros. Et sur ce plan innovation, sur ce plan DM, deux grands défis qui sont pilotés par Alexandre. Un grand défi robotique en chirurgie et bloc augmenté et un grand défi prothèse et implant, et notamment évidemment tout ce qui est prothèse et implant intelligent. Et donc là-dessus, peut-être Alexandre, donc l'idée c'est de partager avec nous ce qu'est un grand défi, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un grand défi, et puis la géométrie que tu envisages compte tenu de ce qui existe sur le territoire en termes de force et de dynamique sur ce secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez, oui? Oui, oui, ben merci. Alors, je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. Merci, Monsieur le Président, parce que ben, ces grands défis d'innovation, je vais y revenir, je vais vous donner plus de détails. Ils ont été lancés donc, au mois de juillet dernier donc, par le ministre de l'Économie. Ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit précédemment, c'est que les deux mandats qui m'ont été confiés, donc de grands défis robotique en chirurgie et grands défis prothèses implantables, c'est très vertical, mais on voit que finalement l'innovation, elle est horizontale et qu'on doit avoir une vision vraiment globale, que ce soit sur l'approche en termes de parcours patient et puis en termes également de technologie. Dans la robotique, il y a du numérique, il y a de l'intelligence artificielle et donc voilà, il faut englober tout ça, même si effectivement chaque sujet a ses spécificités. Alors, je reprends un peu donc, pour vous y retrouver, parce qu'effectivement, en France, on est quand même très fort. Il y a beaucoup de véhicules de financement, de subventions. Donc, pour s'y retrouver, effectivement, donc, on a eu en 2021 un plan d'investissement d'avenir, France 2030. Et donc, pour montrer l'engagement de l'État sur le secteur de la santé, c'est 7,5 milliards qui sont alloués donc, dans le cadre de ce plan d'investissement d'avenir. Dans ces 7,5 milliards, il y a des stratégies d'accélération qui ont été identifiées. Une sur la santé numérique, sur la biothérapie, bioproduction, une stratégie sur les maladies infectieuses et une dédiée au dispositif médical. Dans ce plan dispositif médical, donc c'est effectivement un budget d'environ 400 millions d'euros. Il y a plusieurs axes, un peu de façon chronologique, qui ont été organisés, c'est-à-dire un premier axe qui est orienté innovation. Donc, et ce sont les grands défis dont je m'occupe, j'y reviens juste après. Le deuxième axe, on est sur la démonstration. On en a d'ailleurs parlé donc précédemment sur faciliter la démonstration de la valeur des dispositifs médicaux collectifs, en l'occurrence, donc avec un appel à projet, du financement donc sur ce type de projet. Un troisième axe qui est plus donc orienté sur l'accompagnement à l'industrialisation et un dernier axe sur les démarches d'accès au marché avec, j'imagine que vous le connaissez également, toutes les difficultés sur le marquage CE par exemple, et donc qui nécessite d'avoir un accompagnement par des experts. Donc moi, je suis sur l'axe 1 et cet axe 1, donc, ce sont les grands défis d'innovation avec un grand défi robotique, donc, notamment donc, doté d'un budget de 40 millions d'euros et un grand défi donc, sur les prothèses et implants également doté d'un budget de 40 millions d'euros. Il y a, pour votre information, deux autres grands défis qui ont été lancés et qui sont pilotés donc, par le ministère de la Santé, le numérique en santé mentale et un grand défi sur la perte d'autonomie. Voilà, je n'irai pas plus dans les détails. Voilà, mes grands sujets donc, sont la robotique et les implants. Alors, c'est quoi donc les objectifs de ces grands défis? En fait, c'est assez simple hein, sur le papier, en tous les cas, permettre l'émergence d'innovations de rupture et mettre en œuvre, en tout cas, contribuer à mettre en œuvre une démarche permettant de structurer une filière interdisciplinaire.
Je reviendrai rapidement sur ces deux points. L'objectif derrière, concrètement, c'est de proposer à la fin de l'année, donc voilà, on est sur un planning concret, donc une feuille de route à horizon donc 5 ans, qui va permettre donc de montrer en quoi des actions financières mais autres pourront contribuer à structurer donc les filières. Permettre l'émergence d'innovations de rupture, c'est effectivement identifier les verrous technologiques, identifier d'autres types de verrous organisationnels, d'où l'importance d'une consultation. Je vais y revenir juste après. Et mettre en œuvre une démarche globale donc, pour structurer une filière interdisciplinaire, c'est de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs. Et là également, je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Les grands défis, donc deux grands défis, ce grand défi robotique en chirurgie, c'est quoi? Donc on voit que on va parler, on l'a vu tout à l'heure, des jumeaux numériques, on va parler de réalité augmentée, on va parler d'autonomisation des actes ou d'évolution dans l'assistance du robot, d'amélioration de la planification, tout ce qu'on a pu voir sur les premières présentations, et ce n'est qu'un exemple. Il y a énormément de sujets qui sont soulevés sur le territoire. Sur la partie prothèse et implants, il y a tout ce qui est biomatériaux, tous les matériaux biocompatibles, biorésorbables, des capteurs de mesure qui cessent d'être de plus en plus évolués, qui intègrent de l'intelligence artificielle, tout ce qui est performance, sécurité des matériaux qui vont avoir une résistance et une amélioration en termes d'usure, des évolutions considérables. Il y a également l'aspect batterie sur les implants actifs, avec des batteries beaucoup plus petites, qui sont moins consommatrices d'énergie, donc une augmentation de l'autonomie. Donc les sujets sont vastes, et l'idée, c'est avec ces grands défis, effectivement, il y a du budget, 40 millions d'euros pour un, 40 millions d'euros pour l'autre. Mais ce que je souhaite, et ce qui est partagé donc au sein de la Direction générale des entreprises, c'est de ne pas jouer uniquement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des aspects réglementaires. Alors, on ne va pas effacer d'un claquement de doigts les difficultés liées à la réglementation européenne, mais par contre, de mieux accompagner, d'offrir de la visibilité. Donc, il y a cet aspect-là qui est extrêmement important. Et il y a l'aspect organisationnel, de faciliter la relation avec les acteurs. Et voilà. Donc, en fait, moi, je suis dans une phase où, depuis que ces grands défis ont été lancés, c'est d'aller à la rencontre, d'échanger avec un maximum d'acteurs comme on dit, l'écosystème, et donc de ces deux grands domaines. Donc, c'est évidemment les sociétés savantes, vous, professionnels de santé. C'est pour ça qu'il y a également, je profite de cette tribune pour lancer un appel pour pouvoir échanger avec vous et avoir un maximum de retours, d'informations, d'échanges pour enrichir donc cette future feuille de route, d'aller voir ce qui se passe sur des établissements de santé. On voit qu'il y a des initiatives extraordinaires, et à la fois en même temps avec des hétérogénéités très fortes, et donc l'intérêt de pouvoir identifier les bonnes pratiques et de voir comment harmoniser tout cela. D'échanger évidemment avec le patient, c'est ce que vous disiez également, tout ça se fait au bénéfice du patient, et donc ces innovations doivent avoir donc toujours cette notion du bénéfice patient. Tous les laboratoires de recherche. Et là, j'en profite pour faire une petite parenthèse qui m'a frappé, ne venant pas, moi, initialement du monde de la robotique ou des implants, c'est de voir que en France, on a réellement une chance énorme d'un double point de vue pour jouer les premiers rôles sur ces innovations en robotique et implants. C'est que, on a un degré d'excellence en chirurgie avec une reconnaissance mondiale, et donc, et je le vois avec les interlocuteurs internationaux, donc c'est un leadership qui est reconnu. Et la deuxième chose, c'est notre excellence en matière de recherche dans les laboratoires, une ingénierie de pointe. Et donc, on a les ingrédients les plus positifs pour en faire quelque chose. Reste notamment à l'État à accompagner au mieux ces projets pour aller sur le long terme. Donc,
dans le suivi, vous voyez, c'est également de voir les structures de valorisation. On entend parler donc, alors des SAT, on voit des l'INSERM, évidemment, les pôles de compétitivité qui sont présents en région, des clusters. Il y a beaucoup de structures, vous voyez, donc il faut partager tout ça, il faut faciliter donc, ces remontées d'informations. Évidemment, les industriels avec, et on le disait, donc une force entrepreneuriale très puissante en France, avec énormément de startups qui se lancent chaque année sur le sujet et qui donc nécessite d'être accompagné au mieux et pas uniquement d'ailleurs sur les premières années ou les premiers mois en termes d'amorçage, mais de les accompagner au long cours, puisqu'encore une fois, l'évolution et la mise sur le marché d'un dispositif médical, c'est de nombreuses années et il faut être capable de les suivre sur ces temps longs. Évidemment, on travaille en étroite collaboration avec les institutions, avec les organismes notifiés, les structures de formation. On voit également sur la partie réalité augmentée, donc tous les apports qui peuvent être faits grâce à ces nouveaux outils, que ce soit d'ailleurs, on parle de formation, c'est-à-dire les formations d'ingénieurs et donc de sensibiliser les écoles d'ingénieurs au monde du dispositif médical, mais on parle également de formation des professionnels de santé, certes donc, dans formation initiale, mais formation continue, des médecins, mais également de l'équipe donc des IBOD dans les salles de chirurgie, donc l'ensemble qui peuvent avoir un besoin donc de formation pour intégrer ces innovations. Et évidemment des investisseurs qui, là encore, ont des problématiques souvent un peu court-termistes et qu'il faut inciter à accompagner, pour qu'ils accompagnent sur un temps long donc les acteurs. Donc, on travaille avec, notamment, on a démarré, je l'en remercie, donc avec Franck et donc France Biotech et MedTech in France pour construire une task force autour de ces grands défis. Et petit à petit, au fil des semaines, se sont agrégés justement d'autres acteurs, pas uniquement donc les membres de France Biotech, MedTech in France, parce que l'idée donc c'est d'avoir un large niveau d'échange avec tous les acteurs. Et donc on s'est structuré. Donc à titre d'exemple, c'est ce qui nous mène aujourd'hui dans cette task force, c'était de se dire, donc d'identifier 4 thématiques autour donc de ces grands défis pour fournir donc une feuille de route qui soit complète. Et donc, pas uniquement donc, sur les verrous. Donc, certes, on a les verrous et les enjeux technologiques. Et là aussi, c'est un point qui a été abordé, les enjeux environnementaux. Avec les problématiques de recyclage, de durée d'utilisation, le nombre d'utilisation des consommables, par exemple. Sur les implants, des spécificités sur, par exemple, l'impression 3D, avec des choses qui sont faites donc au sein des établissements. En robotique, sur l'automatisation, l'intelligence artificielle. Donc, les enjeux purement techniques et comment se projeter dans l'avenir et quels sont les verrous que nous, États, pouvons aider à faire sauter. Mais il y a également comment faire émerger l'innovation. Et donc, c'est ce que je vous disais, on voit des choses extrêmement hétérogènes d'un territoire à l'autre. Donc, de voir comment sont les relations avec les structures de valorisation technique, comment mieux les aider à négocier avec les porteurs de projets, les partenariats avec le monde académique et entre monde académique et start-up. Plus concrètement, vous voyez, le statut de jeune entreprise innovante, est-ce qu'il est vraiment adapté au monde de la santé? Donc, on couvre tout cet aspect de comment faire imaginer l'innovation. Le troisième thématique, c'est le déploiement de ces innovations. Comment est-ce qu'on peut apporter, encore une fois, de la visibilité? Il y a des choses qui existent, mais sans doute faut-il les faire évoluer. On a parlé tout à l'heure du forfait innovation. Peut-être aujourd'hui une version 1 qu'il faut sans doute faire évoluer sur l'accès précoce. Ou version 2, oui, effectivement. En tous les cas, de revoir, parce que tout n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Un guichet d'accompagnement pour donner plus de visibilité sur les exigences en termes de normalisation. La collaboration avec les sociétés savantes, on voit qu'en fonction des sociétés, il y a déjà des choses qui sont très avancées, et donc de partager avec l'ensemble des acteurs. Et le dernier point, l'enjeu donc organisationnel, que ce soit en termes de ressources humaines ou un jeu pédagogique, l'intégration des ingénieurs au sein des cellules d'innovation à l'hôpital, la formation des équipes de soins dont je parlais tout à l'heure et la structure de formation dédiée en termes donc pour les équipes de soins. Et on voit par exemple à travers les tiers-lieux, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Je pense à Bopa, donc professeur Eric Vibert, donc des choses qui sont extrêmement intéressantes.
Voilà, j'en terminerai juste pour que vous ayez donc une vision très claire. Ce que vous disiez, donc en juillet dernier, donc le lancement de ces grands défis, jusqu'au mois de novembre, décembre, donc cette phase de consultation avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Au mois de décembre, donc, une publication de la feuille de route et un lancement des dispositifs de financement au premier ou deuxième trimestre. Les choses vont vite, on essaye d'avancer parce que, encore une fois, pour les projets, les startups, le temps est extrêmement important et on veut essayer réellement d'être à la hauteur de cette ambition. Voilà, j'ai peut-être dépassé un tout petit peu. Non, ce n'est pas vous qui avez dépassé, absolument pas. Non, on va se donner le temps de discuter. Merci beaucoup et bravo pour votre présentation. J'aurais une première question d'état d'esprit, un peu provocatrice sans doute. Vous parlez d'une certaine façon au nom du ministère des Finances. Le payeur est dans la même maison, c'est le ministère du Budget, la Sécurité sociale, dont on connaît l'aggravation du trou actuellement, pour parler de façon commune. Est-ce que l'état d'esprit côté budget est à l'investissement au sens propre du terme, comme un investisseur prend un risque, c'est-à-dire vis-à-vis d'innovation? Est-ce que il y a suffisamment de communication entre vous qui est un grand promoteur, vous avez des travaux d'Hercule devant vous, on a bien saisi, vous allez donc, et votre in fine, votre action et la promotion, y compris la promotion donc, des outils industriels, particulièrement en France, en principe, 9 fois sur 10, les innovations qui sont présentées ici ou dans les sociétés savantes, non seulement c'est un progrès pour le soin, mais le plus souvent, c'est une meilleure maîtrise des coûts et des dépenses pour une pathologie donnée. Et donc, bien sûr, le développement d'une nouvelle technologie constitue un investissement pour un industriel, c'est clair. Et vous l'avez très bien dit, ça fait peur aux financeurs et aux banques en particulier. Je ne parle pas de la BPI, bien sûr, qui est un outil extraordinaire que nous avons en France, mais les investisseurs classiques, les levées de fonds, c'est cette fameuse barrière du remboursement et donc du temps qui n'est pas maîtrisé ni par l'industriel, ni par les médecins, ni par vous. Et c'est ça qui nous différencie en particulier de nos collègues anglo-saxons, en particulier américains, qu'on a pu voir de près. Personnellement, j'ai une expérience de ça à Stanford. Donc c'est ça, c'est une question d'état d'esprit. C'est que l'organisme payeur, on parlait tout à l'heure donc des tarifications provisoires, c'est absolument essentiel parce que c'est un investissement. Est-ce que cet état d'esprit, on sait les difficultés parfois qu'il peut y avoir de discussion à l'intérieur des structures de gouvernance? J'aimerais vous dire qu'il n'y a plus de difficultés. Enfin, là, je serais. Oui. Non, je serais naïf. Non, je dirais qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de la nécessité d'intégrer ces innovations. Donc, déjà ça. La deuxième chose, c'est le fait que je pense qu'on peut voir, vous avez parlé donc, à de nombreuses reprises de l'AIS, d'un point de vue structurel, donc le fait d'avoir mis en place une agence qui vise à coordonner un petit peu et faire le pont, puisque vous savez que l'AIS donc, est une émanation du secrétariat général. Oui, bien sûr. Donc, il y a un pont entre l'aspect financier et entrepreneurial pour porter l'innovation. Donc, voilà, c'est un signal fort de l'État pour faire avancer. Maintenant, il y a énormément de barrières. Je pense qu'un des points fondamentaux, c'est les indicateurs, de mettre en place des indicateurs pour avoir des retours, des évaluations médico-économiques. Il y a un travail à faire, je pense aussi, qui est déjà engagé, mais c'est sur l'accès précoce, quoi, de trouver, et donc de faire preuve. Clairement, en France, enfin, il y a un pragmatisme anglo-saxon que l'on n'a pas encore, mais j'enfonce une porte ouverte. Donc, voilà, on travaille là-dessus. Et juste pour terminer, je pense que s'il y a un point vraiment important, et en tout cas à mon niveau, ce que j'essaye de faire, c'est de profiter de ces grands défis pour en faire vraiment une caisse de résonance et de jouer, c'est ce que je dis maintenant, de jouer collectif. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger les lignes à partir du moment où tous les acteurs, et pas uniquement les acteurs entrepreneuriaux, start-up Nation, mais les professionnels de santé,
pour faire bouger ces lignes, parce que sinon, on risque encore d'avoir voilà, des choses. Et même en réponse, ce qui peut être frustrant, je terminerai là, c'est que je ne veux pas être dans une logique de subvention, mais bien de contribuer à construire un modèle économique. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est moins de subventions, mais une vision plus structurelle. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas naïf. Mais je pense que c'est de jouer sur sur ce collectif-là pour que s'il y a un faisceau comme ça de remontée, cette feuille de route, elle peut avoir une certaine résonance. Alors, collectif, c'est un mot qui fait vibrer en période de Coupe du Monde de rugby. Oui, mais pas du tout ça d'ailleurs. Oui, non, mais on comprend bien, en tout cas. Bien. Jean-Claude, un commentaire, une question peut-être. Pardon, il y avait une question. Oui. Pardon, mais merci beaucoup de cet exposé. C'est intéressant. Moi je suis porteur d'une start-up. Voilà, ça paraît bizarre, hein, mais parce que je n'ai pas trouvé d'autres situations pour trouver des moyens. Voilà, donc, et alors, le problème en France, maintenant je connais bien le problème, c'est 7 ans. Le problème en France, oui, le problème en France, c'est pas le début, parce qu'il y a beaucoup en fait d'accès à des tas de moyens, mais des moyens petits. Donc il faut tout le temps en chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et lorsqu'on est à la phase de développement, c'est là où ça va vraiment se marcher, bien se passer. Là, on n'a plus que les Américains, enfin les autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment triste. C'est triste parce qu'on devrait pouvoir aller au-delà. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, c'est tout. Merci de cette expérience. Mais moi, j'ai une bonne adresse pour vous. Elle est à côté de moi. Oui, est-ce qu'il va me donner de l'argent? Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, là, c'est trop pressé. Je connais, je connais mes 17. Jean-Claude, merci. Ils ne donnent pas d'argent. Ouais. Bon, c'est le moment de la conclusion. Un dernier commentaire. Parfait, merci beaucoup. Attendez, je quand même conclue. Merci pour ce programme. Je trouve il nous a permis une progression quasi dramaturgique de la question. Et je reviens au titre initial qui m'avait interpellé, la nouvelle collection. Eh bien, pour employer un mot chirurgical, je pense que pour cette collection, vous nous avez fait de la haute couture. Merci.